Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion le docteur Oussedik Fawzi. Il est le président du Forum islamique du droit international islamique. Bienvenue à vous, docteur. Merci de votre invitation. Oui. Docteur Fawzi Oussedik, vous êtes né le 21 janvier 1963 en Algérie, spécialiste en droit international et en droits humains basé au Qatar. Vous êtes aussi le président du Forum islamique pour les droits humains, une des institutions spécialisées du Comité islamique du croissant international. Également, vous avez en charge les relations internationales et droits humains au Croissant Rouge du Qatar, ancien doyen à la faculté de droit de l'Université d'Alger. Vous avez édité en arabe l'ouvrage écrit par le PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, et qui est intitulé « Un étranger parmi les siens ». Alors, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation? La seule chose que j'ajoute pour les auditeurs et les téléspectateurs, je leur dis Fekil Dewen au nom de la nouvelle année Hijri. J'espère pour prospérité, bonheur et santé. Oui. Mais malheureusement, avec cette année Hijri, avec ce qui se passe en Birmanie ou Arakan, on leur souhaite que ce problème soit réglé, que la paix revienne et que les droits aussi reviennent dans cette sous-région du continent asiatique. Oui, vous l'avez évoqué tantôt, il s'agit de la situation des Birmans, surtout des Rohingyas qui sont dans l'état d'Arakan en Birmanie. Le sort des Rohingyas, il vous inspire quoi comme commentaire? Le sort de Rohingya, il m'inspire, je suis un être humain, donc il y a des valeurs qui nous unissent en tant qu'humains. Je ne parle pas en tant que musulman, car c'est une minorité musulmane, donc je me considère comme une cible à ce génocide ou à cette purification ethnique qui est en cours. Comme il l'a bien dit, le président français, il y a 2 jours, aux Nations Unies. Oui. C'est la minorité la plus opprimée au monde, comme le reconnaît l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez de la part de cette communauté internationale? Premièrement, c'est une minorité, c'est un problème qui est d'identité nationale, qui a été mal géré depuis 1948, depuis l'indépendance de Birmanie ou de Myanmar. Donc ce problème d'identité, il a été ensuite devenu comme problème de génocide, prenant une forme de purification ethnique, non pas à cause de leur citoyenneté, mais à cause de leur religion. Donc il y a un problème d'islamophobie qui est en train de se développer dans cette région et un problème de racisme qu'on va le développer durant cette émission. Oui. En votre qualité de droit de l'homiste, quelle lecture faites-vous de cette attitude des autorités birmanes qui ne reconnaissent pas la situation des droits de l'homme? Donc, premièrement, pour connaître la situation, en 2014, il y a eu une commission de recensement des Nations Unies avec les autorités birmanes. Et il y a à peu près 88% de minorités bouddhistes. Et les autres minorités sont soit des musulmans, des chrétiens ou des athées, tout court. Donc pour les musulmans, c'est 4%. Mais depuis 1948, depuis l'indépendance, ils sont rejetés et persécutés par soit l'État, qui, pour la première fois dans l'histoire, c'est un racisme d'État et qu'on va le voir. Pourquoi vous dites que c'est un racisme d'État? Pourquoi? Parce qu'en 1982, oui,
on a érigé une loi où on a enlevé la nationalité et la citoyenneté à cette minorité. Et selon le rapport des Nations Unies, c'est la plus grande minorité au monde, à peu près 1 million de personnes. Et aussi, selon le rapport qui a été érigé en 2002, c'est la minorité la plus persécutée au monde, oui, à cause des intégrants que j'ai parlé, oui, au début de cette émission. Oui. Donc, après, il y a eu plusieurs purifications ethniques et plusieurs génocides, malheureusement, oui, avec le silence ou le blackout total de la société internationale. Oui. Par exemple, en 1942, il y a eu plus de 100 000 morts, plus de 22 000 qui ont pris la suite vers le nord du Bangladesh. En 1978 aussi, il y a eu des fuites massivement, à peu près 200 000. Oui. Et c'était le plus grand exode à cette période. En 1991-92, c'est les mêmes erreurs et aussi le même génocide. Il y a eu plus de 260 exodes. Et aussi, durant juillet, août, septembre 2012. Et le film, c'est comme si c'était un film brésilien ou indien, entre parenthèses, qui se produit chaque fois. Il y a eu où il y a des épisodes et des séquences. Oui, il y a eu des violences interethniques, il y a, on brûle les maisons par milliers, il y a eu 80 morts, il y a 90 000 personnes qui se sont déplacées. Oui. Donc, maintenant, on parle de 400 000, plus de 400 000. Oui, mais moi je parle d'une période de 3 mois. Oui. Mais maintenant, oui, en 2017, on parle de plus de 400 000 et on parle de plus plus de violences commises au nom de cette purification ethnique. Oui. Par exemple, si je les énumère, il y a soit des soit des destructions des vies. Tous les hommes qui ont plus de 10 ans et qui font partie de cette communauté des Rohingyas. Oui, oui. Donc, il y a aussi une intention étatique, institutionnelle qui gère cette purification. Mais malheureusement, la gestion de cette purification se tient avec un Premier ministre qui a été prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Donc nous, oui, donc nous, on se pose des questions. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'elle nous a ouvert les yeux qu'il y a qu'il y a des rapports de force, qu'il y a aussi une politisation des valeurs humaines. Donc toutes ces questions, oui, on peut les trouver à Rakhine. Vous l'avez souligné, c'est une situation qui n'est pas nouvelle parce que depuis l'indépendance de la Birmanie, cette communauté, ces Rohingyas sont exclus de l'État. Ils n'ont aucun accès aux soins étatiques, ils ne sont pas reconnus comme citoyens, mais aussi, même pour se marier, ils doivent avoir une autorisation de la part de l'État birman. Donc c'est une situation qu'on a laissé perdurer jusqu'à ce qu'il y ait des exactions. Donc ces actes criminels, comme vous avez bien dit, si je retourne à la loi de 1982, oui, premièrement, elle a retiré la nationalité birmane à cette communauté. Oui. Et aussi, elle a retiré plusieurs droits de citoyenneté. Donc, ils n'ont plus le droit ni de voter, ni d'occuper certaines fonctions. Oui. Et aussi, informer les autorités de leur mouvement. Oui. Sinon, ils sont passibles d'une amende. Oui. Et aussi, pas de droit de propriété. Oui. Et aussi, les terres sont confisquées.
les habitations sont détruites. Donc, même le mot Arakan, Birman, il a été banni du discours officiel des autorités myanmarines. Donc pour eux, elle est contre l'identité birmane et contre la morale bouddhiste. Et il y a une stérilisation forcée. Et il y a aussi un refus de soins, une destruction des villages. Destruction. Oui, et il y a une forme d'esclavage nouvelle, il y a des violations. Ils n'ont pas aussi accès aux universités. Oui, donc tous ces droits, ils sont en contradiction malheureusement avec la Déclaration internationale des droits de l'homme, avec le protocole additionnel des droits de l'homme. Et surtout l'article 15 qui interdit de priver n'importe qui de sa nationalité. Et aussi, ils sont en contradiction avec le droit international humanitaire, surtout les conventions de Genève, et plusieurs règles coutumières qu'on connaît dans ce sens. Oui. À propos, la flambée des violences exercées sur les Rohingyas est notée au lendemain de la publication du rapport de la commission dirigée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Dans cette logique, l'ONU n'a-t-elle pas l'obligation d'éteindre le feu? Malheureusement, quand on prend un taureau, il faut le prendre par ses cornes, mais l'ONU et aussi avec amertume on dit certaines institutions islamiques et surtout aussi à travers le Comiac, ils ont pris le taureau par sa queue et non pas par sa corne. C'est-à-dire leur silence, il est tuant pour le monde musulman. Leur silence, c'est comme si ils sont aussi, à travers ce silence, c'est un silence coupable. Coupable avec les autorités birmanes, mais malheureusement, s'il y a d'autres régions... Vous voyez une complicité entre la communauté musulmane ou bien les Nations Unies avec les pas la communauté birmanes. musulmane, mais certaines institutions qu'on dit musulmanes. Et aussi certains États qui, le matin et le soir, ils nous parlent des bienfaits de la démocratie, des bienfaits des droits de l'homme, des bienfaits des droits humains, du droit international humanitaire et qu'est-ce que ça va rapporter. Mais malheureusement, ces bienfaits, on les a vus qu'en Birmanie, ils sont caducs, où il n'y a pas ces bienfaits qu'on parle, non, mais il y a une certaine complicité en ce sens. Oui, à l'occasion de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient présentement à New York, les enquêteurs de l'ONU ont demandé un accès sans entrave à la Birmanie. Cela pourra-t-il solutionner le problème? Un accès sans entrave, ce n'est pas le problème. Maintenant, il y a les photos satellitaires, il y a plusieurs rapports d'ONG mondialement reconnus pour leur propriété, pour leur neutralité. Et je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité à ces ONG. Tous ces rapports et ces photos satellitaires incriment la Birmanie et qu'il y a des violences ethniques, des violences qui sont en contradiction avec toutes les valeurs humaines, mais qu'elles s'érigent en tant que crime contre l'humanité, en tant que crime génocidaire qu'on a connu, soit en Bosnie, soit au Rwanda. Mais malheureusement, il y a d'une part le gouvernement birman qui ne veut pas admettre ces actes et qu'il considère cette communauté que ce sont des communautés
ex-partis qui n'ont pas de nationalité. Ils ne reconnaissent pas les droits humains de toute façon. Oui, ils ne reconnaissent pas. Oui. Et d'une autre partie, il y a une mal-compréhension de la communauté internationale à travers ces différentes institutions. Oui. L'action des Nations Unies est-elle proportionnée au nettoyage ethnique opéré sur les Rohingyas, à votre avis? Quand je lis les textes juridiques, quand je retourne aux textes juridiques, je suis très content. Pourquoi? Parce que il y a la Déclaration des droits de l'homme, il y a surtout cette déclaration à l'article 15 qui dit que tout individu a droit à la nationalité ne peut aussi faire une déchéance à toute personne. Quand je vois la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide qui a été en 1948, je suis très content. Mais quand je dépasse les paroles et je pars aux actes, je suis très déçu. Il n'y a que des déclarations de bonnes intentions. Il y a des déclarations, mais pas d'actes concrets. Et des intentions, mais pas d'actes concrets. Depuis combien on parle de ce génocide? Le président français, hier, depuis 2 jours, il a dit que c'est un génocide en cours. Oui. Tout le monde sait qu'il y a un génocide ou un génocide en cours, mais il y a une stagnation des différentes institutions des Nations Unies. Oui. Aujourd'hui, ou depuis une semaine, il y a le Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève. Mais on a entendu que des déclarations. Oui. Il y a une assemblée générale qui se tient à New York. On n'a entendu que des discours. Oui. Mais il n'y a pas des actes répressibles, répréhensibles Oui. à ce qui se passe maintenant dans cette sous-région d'Asie. Ces institutions internationales ne sont pas les seules parce qu'il y a les pays frontaliers avec la Birmanie qui sont entre autres le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie, la Chine. N'ont-ils pas le devoir d'agir pour protéger cette communauté? Je crois que selon mes connaissances, je crois que la Malaisie, elle a agi. Et le Bangladesh, il a agi. Mais il faut savoir aussi au plan militaire, je voudrais dire. Le plan militaire, les solutions militaires, ce n'est pas elle qui règle un problème qui a commencé depuis 1948. Même avant, durant l'Empire britannique et aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Mais avec le dialogue, et le dialogue seul, avec la coexistence et la coexistence seule, et aussi sans l'incitation, soit qui est étatique à travers des agents d'État, soit personnelle, qu'on peut régler ce problème. Parce que le Bangladesh, et moi je comprends sa position, le Bangladesh, il a fermé ses frontières au premier jour de ce génocide en 2014 pour une simple raison, parce que si tout le monde fuit, il n'y aura pas de présence musulmane à cette sous-région. C'est une pilule amère, mais des fois il faut l'accepter parce que ça se peut aussi pour donner force à cette communauté. Mais vu l'ampleur humaine, oui. Ils ont ouvert la frontière, mais on sait que le Bangladesh, au plan du PIB, au plan des nations développées, c'est un pays pauvre. Oui. Donc sans l'aide d'autres pays, il ne peut rien faire. Et aussi, comme on dit, un bras ne peut pas faire sans qu'il y ait beaucoup de bras pour donner une force de frappe à ce problème. Et le Japon, dans tout ça, ne craignez-vous pas que son soutien à l'État birman freine l'envol des Nations Unies? Pour certains pays, il faut être aussi pas simpliste
dans ses déductions. Certains pays, on le dit, Arakan, quand on voit la carte géographique, on voit que c'est une sous-région qui est très riche en cuivre, en or, en fer, en pétrole. Et aussi, elle est enclavée entre l'Inde et aussi entre la Chine. Et il y a le Japon. Oui. Donc, il y a certains gouvernements qui veulent passer des pipelines de pétrole à cette sous-région. Et la présence de cette minorité ou la présence musulmane, pour eux, c'est une source de terrorisme, c'est une source de problèmes. Donc, il faut purifier cette région. Donc, il y a un aspect économique qui est aussi en train de se jouer dans cette sous-région. Donc, certains grands États de notre société internationale, oui, leur passivité, leur non-déclaration, elle a des connotations économiques, sociopolitiques, plus que c'est une question de principe ou de valeur humaine ou de droit de l'homme. C'est le cas du Japon, par exemple. Oui. À ce propos, quelle appréhension avez-vous du prix Nobel de la paix Aung Suu Kyi, la conseillère spéciale de l'État birman? Moi, à Aung Suu Kyi, je lui réponds par cette feuille. Je suis un être humain, elle est un être humain, mais elle est... bouddhiste. Non, elle est bouddhiste. Oui. Donc, je ne parle pas au nom de ma religion et de sa religion, mais je parle au nom des principes humains. Ces principes humains, c'est un des principes cardinaux, c'est le droit de vivre, de jouir de sa personnalité. Donc, ce qui se passe en tant qu'être humain en Birmanie, je suis concerné. Donc, je suis une cible militaire comme elle est une cible militaire. Mais elle, sa responsabilité, c'est potentiel 2 ou 3 ou 1000 parce que en 2012, elle a eu un prix pour ses valeurs humaines. Donc, elle a une responsabilité. Et aussi, ici, il y a... Mardi dernier, elle a promis de faire revenir les 400 000 réfugiés. Oui, revenir, mais revenir dans un processus d'équité et de justice, il faut une reconnaissance et il faut aussi, s'il y a dommages et intérêts pour cette communauté, il faut aussi les dédommager. Mais malheureusement, elle n'a pas ce courage politique. Ce courage politique qu'elle n'a pas, à travers elle, elle a terni, non pas le prix qu'elle a eu, mais elle a terni la fondation qui a octroyé ce prix Nobel. Pourtant, le pouvoir est géré par les civils. Le pouvoir, il est géré par les civils et par une des personnes qui était à l'opposition, qui a eu ce prix Nobel. Oui. Mais il faut savoir aussi que ce civil, c'est le commandant général des forces armées. Et ça, c'est une tradition dans toute démocratie. Bien sûr. Donc, elle a ce pouvoir, mais elle ne l'utilise pas. Elle essaye de gagner du temps. Elle essaye de faire des paroles plus des actes. Donc à quelle fin? À quelle fin? À des fins de purification ethnique. Vous pensez qu'elle adhère à cette idée? Elle adhère parce que si on retourne à certaines de ses déclarations, elle considère que les Rohingyas ce sont pas des personnes, des nationaux, mais elle les considère comme des étrangers d'origine bengale. Et quand on retourne à la Convention internationale pour la prévention de la répression des crimes contre le génocide en 1948, il incrime les gens pour leur intention. Et ici, est-ce qu'elle a intention?
dans certaines explications juridiques, il te dit incriminer quelqu'un pour une intention criminelle, caractérisée surtout pour expliquer l'intention qu'il y a ici, si elle est ou elle a une doctrine politique. Donc à travers ces déclarations, on voit qu'elle a une doctrine politique en ce sens. Oui. Et s'il y a une répétition d'actes, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je peux citer au moins 3. Lesquels? 3 actes qu'il y a eu en ce sens. Il y a le premier acte, c'était en 2002. Le deuxième acte, c'était en 2012. Et le troisième acte, c'est aujourd'hui en 2017. Oui, mais elle est arrivée au pouvoir en 2016. Elle est arrivée en 2016, oui. Mais elle n'a pas eu le courage, soit de dire que c'est une route fausse qu'on a prise en traitant cette communauté, vu les rapports internationaux, vu les rapports de certaines institutions onusiennes. En 2012, il y a une répétition à grande échelle, non pas à petite échelle, sans qu'on l'entende. On l'a entendu qu'il y a 3 ou 4 jours. Oui. Elle reconnut de les reconduire. C'est comme si on tient l'épée au milieu. Mais tenir l'épée au milieu, quand on l'enlève, ça va faire mal. Bien sûr. Donc malheureusement, c'est un problème de crime contre l'humanité, c'est un problème de génocide. Serait-elle passible de poursuite à la Cour pénale internationale, bien que dans cette cour-là, on a souvent l'habitude de voir des chefs d'État, d'anciens chefs d'État africains? Oui, malheureusement, donc ça c'est un autre problème. Si on rentre dans ce problème, donc on va parler sur les doubles mesures, on va parler sur la politisation des valeurs humaines, sur l'extra-judiciaire des fois qui entrave cette cour pénale. Mais notre seul réconfort, c'est qu'il y a eu des cours pénales contre le génocide en ex-Yougoslavie et aussi au Rwanda. Et on espère qu'il y aura aussi un tribunal pénal spécial que pour cette sous-région, ou que la Cour pénale internationale et surtout qu'il y a une femme qu'on la croit qui est très forte, elle est de la sous-région. Fatou Bensouda. Oui. Que cette machine va se dégripper. Et aussi, on croit au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il décrypte cette situation, qu'il va en avant pour que cette communauté retrouve ses droits, qu'elle vive en paix, qu'il y ait une conciliation entre les différentes parties. Sur les antennes de France 24, le Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain, condamne fermement ces exactions. Mieux, il estime qu'il y a trop d'émotions, raison pour laquelle la religion est instrumentalisée à des fins destructrices. Êtes-vous d'avis que c'est le même cas chez certains musulmans qui portent le nom de djihadistes? Oui, donc ça me réconforte. Oui. Pourquoi? Parce que le problème de chaque texte juridique, de chaque notion, c'est l'interprétation et la qualification. On voit un bouddhiste de renommée mondiale qui a le respect du monde, qu'il a une interprétation, une qualification diamétralement opposé à l'un des femmes qui ont le prix Nobel, aussi à la doctrine bouddhiste en ce sens. Donc
aussi le problème dans le monde musulman, c'est un problème aussi d'interprétation, de qualification des textes. Mais je crois que violence toujours attire une violence. Donc le feu, il ne faut pas qu'on l'éteint avec le feu, mais il faut l'éteindre avec l'eau. Donc il faut une sagesse en ce sens. Oui. Et il faut aussi que les institutions internationales prennent sa place et aient le courage de dénoncer, aussi qu'ils soient plus agressifs en ce sens. Oui. Les paroles, on en a marre. Les intentions, on les connaît, mais il faut maintenant les actes. Oui. C'est les actes qu'il attend le monde musulman et le monde musulman. En parlant de ces actes, comment vous jugez l'attentisme dont fait montre le monde musulman? L'attentisme du monde musulman, il faut différencier deux attentismes. Il y a l'attentisme des gouvernants, des institutions, c'est, oui, comme on dit, un silence, pas de radio, mais un silence de cimetière. C'est un silence profond. Oui. Et les peuples, je crois que c'est le contraire. Ils sont plus proactifs, plus attachés, oui, à ces valeurs. Donc il faut juger ces deux parties. Il ne faut pas aussi mettre la caméra et la braquer sur une partie seule. Oui. Docteur Fawzi, on va parler du Royaume-Uni qui a décidé de suspendre son aide vis-à-vis de l'armée birmane. Est-ce un signal fort? Qui? Le Royaume-Uni, qui, oui, soutenait l'armée birmane, a décidé de suspendre. Je crois que c'est un message fort, oui, pour les musulmans d'abord, pour les États musulmans, et aussi pour les Occidentaux. Oui. Je crois que cet acte doit être souligné, doit être aussi applaudi, et j'espère que ça ne sera pas un acte isolé, mais qu'il y aura un effet de carte, oui, qui va s'émanciper, s'ériger à travers tous les États civilisés occidentaux. Oui. Car je crois que l'une des armes pour arrêter ce génocide, c'est la pression diplomatique ou la pression des États envers cette tyrannie militaire qui est déguisée en civil. Oui. On va faire un parallélisme des formes entre ce conflit birman, c'est-à-dire ces exactions exercées sur les Rohingyas, et le conflit israélo-palestinien. Si on parle des Palestiniens, et malheureusement, c'est un conflit qui est en complicité avec plusieurs États, soit limitrophes à la Palestine, soit des États occidentaux. Donc les Palestiniens, ils ont été violés de leurs droits, abusés de leurs droits. Donc si je pose une question à un Palestinien, un Israélien, je leur dis, est-ce que vous êtes origine de cette sous-région de la Palestine? Je crois que le Palestinien va me prendre à un cimetière, il me dit, ça c'est mon père, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-grand-père, ça c'est mes aïeux depuis 2 ou 3 ou 4 générations. Mais si un Israélien, il va me prendre à cet cimetière, je crois que son histoire va commencer de 1948. Avant 1948, soit il va me prendre dans un pays européen pour me dire ses antécédents ou dans un autre pays. Oui. Donc c'est un problème de fond et non pas de forme. Oui. Donc c'est un problème où un peuple, depuis 1948,
il essaye d'avoir une autodétermination, une indépendance, retourner à ce qui a été avant. Oui. Mais malheureusement, cette complicité... Mais on peut faire une corrélation entre ces deux conflits. Oui, la corrélation, c'est qu'il y a un génocide, il y a une purification ethnique, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre dans cette région. Oui. Mais la comparaison en Birmanie, ces génocides sont, comme on dit, ponctuels, par temps chaque 2 ans, qui se font une année. Oui. Oui, mais en Palestine, elle est continue. Il y a cette continuité. Oui. Au vu des multiples tensions qui secouent les pays musulmans, voyez-vous un rôle prépondérant joué par l'OCI pour résoudre ces conflits? L'OCI, malheureusement, au lieu d'être une boussole qui unit tout le monde musulman, mais avec la politique, avec la surenchère, avec certains États forts et États faibles, oui. Il a dérivé de ses nobles missions. Oui. Mais on a l'espoir qu'un jour que cette OCI soit forte comme l'Union européenne ou comme d'autres organismes où il y a une seule parole, il y a une seule politique, et il y a une seule ligne directrice qui érige ces États. Le terrorisme, Dr Fawzi Oussedir, atteint des proportions inquiétantes à travers le monde. Sur ce, que faudrait-il comme voies et moyens pour dissocier ce fléau, terrorisme, avec l'islam? Premièrement, le terrorisme n'a pas de terre, n'a pas de couleur, n'a pas de religion. Et le terrorisme, il est transnational. Oui. Est-ce que ce qui se passe en Birmanie, ce n'est pas du terrorisme? Donc, à travers vous, et j'espère que les auditeurs vont me répondre, oui. Est-ce que ce qui se passe en Palestine avec les Israéliens, ce n'est pas du terrorisme? Et j'espère aussi que j'aurai une réponse. Donc, à travers ces réponses, on a au moins, on s'est mis d'accord que le terrorisme n'a pas de couleur. Oui. Donc, comment ériger ce terrorisme? Si j'étais médecin, quand quelqu'un me dit j'ai de la fièvre, j'ai de la sueur, ce sont des mots. Mais ce n'est pas l'origine de cette maladie. Donc l'origine de ce terrorisme, je crois, il se trouve à travers l'éducation, à travers le système socio-éducatif, à travers le chômage, à travers certains problèmes et fléaux sociaux. Vous nous citez un panoplie de frustrations. Oui. Donc ces frustrations, c'est celles qui créent ce terrorisme. Si on veut éradiquer ce terrorisme, il faut éradiquer les origines du fléau et non pas les symptômes du fléau. Comment? Donc, comment? Par une bonne qualité de vie, par une bonne éducation. Une éducation qui prône la tolérance, qui prône la reconnaissance de l'autre, qui prône les valeurs humaines, et aussi par aussi une bonne situation sociale. Car le chômage, il attire le vide, et le vide toujours attire l'occupant. Cet occupant, ça se peut aussi des fois des idées néfastes pour lui, pour la société, aussi pour l'État. À votre avis, qui a intérêt à ce que le terrorisme se propage? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi certains gens qui ne sont pas visibles, comme le magicien. Si j'étais magicien, ça se peut, tout le monde va voir ma main droite, mais la main gauche, oui, qui essaye et qui fait la magie, personne ne la voit. Donc il y a certains aussi pourvoyeurs, il y a certains commanditaires
qui ont des intérêts financiers, économiques, sociaux. Ils aiment que ce pays soit déstabilisé pour qu'ils aussi prennent leur programme. Il y a plusieurs gens qui ont intérêt. Oui. Mais il ne faut pas aussi, d'une autre part, jeter des accusations en fleurs. Donc, pour moi, il faut stabiliser la société et on stabilise la société par l'éducation, le travail et la santé. Oui. Docteur Fawzi, on va changer de tempo pour savoir l'état des lieux en ce qui concerne les droits humains au Qatar. Les droits humains au Qatar ou les droits de l'homme, oui. Malheureusement, certains, comme on dit, presse et aussi certains mass médias, par malveillance, ils essayent de prôner des idées néfastes sur la situation des droits humains, des droits de l'homme au Qatar. Donc, soit au Qatar, soit aussi dans d'autres pays arabes, musulmans et aussi émergents. Oui. Donc, il faut faire attention car des fois, l'information, elle a double tranchant. Elle peut être vraie, mais elle peut être manipulée. Il y a de la manipulation. Donc, cette manipulation, malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit une manipulation. Oui. Pour certains cas, et aussi certains, on peut dire, combats de justice à travers le monde. Oui. Et quel est le visage que vous allez nous peindre par rapport à la situation de ces droits humains au Qatar? La situation, par exemple, si on parle des droits de la femme, je crois que les droits de la femme, elles existent et c'est pas le stéréotype qu'on véhicule dans certains pays, mais aussi si on peut parler ce droit de l'éducation, je crois il est érigé et il y a Et l'obligation de port du voile? Le port du voile au Qatar, ce que je connais, c'est pas une obligation. Et vous pouvez maintenant, alhamdoulilah, il y a l'internet, il y a le Facebook, il y a le YouTube, il y a plusieurs, comme on dit, mass media aussi, plusieurs sources d'informations. On peut regarder et voir. Donc, ce qu'on véhicule, c'est une chose. Ce qu'on voit, c'est autre chose. Donc, moi, c'est pour cette raison que je dis, il ne faut pas écouter, mais il faut voir. Et je crois que ce problème, aujourd'hui, ce n'est pas le problème des droits humains dans ce pays ou dans ce pays, mais je crois aussi qu'il y a un droit à lutter contre ce sous-développement, parce que ce sous-développement qui aussi peut prendre plusieurs formes d'expression. Oui, peut-on reconnaître la même chose dans le monde arabe? Le monde arabe, ça se peut au début, vous avez parlé sur l'interprétation. Au monde arabe, il y a plusieurs interprétations des textes religieux. Oui. Il y a ceux qui sont, masha'Allah, XX, X, moi j'ajoute large, et il y a ceux qui le simplifient. Pas au médium, mais plus. Donc, il y a aussi ce problème d'interprétation des textes, d'éducation et de conception des choses comme on les voit. Oui. Comme vous êtes en terre africaine, particulièrement au Sénégal, je vois même que vous êtes habillé en tenue traditionnelle sénégalaise. Comment percevez-vous la pratique de l'islam dans ce pays? Par exemple, la pratique de l'islam au Sénégal, oui. C'est une pratique que j'admire. Pourquoi? Parce que il y a ce ciment qui est érigé à travers les familles religieuses. Et aussi, il y a cette tolérance, non pas à travers les musulmans eux-mêmes, mais à travers les musulmans et les autres communautés. Oui. Donc, mon conseil à travers vous, c'est essayer de consolider
ce ciment social et cette paix sociale. Oui. Donc cette paix sociale, s'il n'y a pas cette paix sociale, on peut pas parler de développement, ni parler d'avenir. Oui. Donc l'avenir, c'est cette consolidation. Oui. Donc je vous félicite et à travers vous, je félicite aussi cette conception d'islam tolérant et aussi à travers vous, je félicite Qanat Wal Fajr aussi qui a un discours ce sens de paix sociale et d'apaisement. Oui. En ce qui concerne Walfadjri, l'écrivain Sidi Lamine Niasse, le PDG du groupe Walfadjri, vous avez eu à éditer son ouvrage intitulé Un étranger parmi les siens. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ses œuvres? Donc, Sidi Lamine Niasse, avant que je le considère comme directeur de Walfadjri, de ce site civilisationnel, c'est un ami à travers les écrits, c'est un frère par religion, et aussi c'est un intellectuel que je l'ai connu, pas à travers ce livre, mais à travers ses différents écrits. Oui. Et aussi à travers les écrits, ça se peut qu'il n'y a pas en langue française, mais en langue arabe, sur son défunt père, Allah Yarrahmou, qui était aussi un grand poète de littérature en langue arabe. Oui. Donc, à travers ce livre, à travers sa personnalité et à travers ce site, ce que je peux dire, c'est un grand homme, c'est un trésor du Sénégal et aussi c'est l'une des merveilles, pas des 7 merveilles, mais l'une des merveilles de votre beau et joli pays. Oui. Dans ce même sillage, les productions de l'intelligence arabe sont-elles bien vulgarisées à travers le monde? Ils ne sont pas vulgarisés. La preuve, Oui. Si je vous pose maintenant une question, je serai moi journaliste et vous, est-ce que vous avez lu un livre en langue arabe traduit en wolof ou en langue maternelle? Heureusement que je suis journaliste et vous êtes l'interviewé. Oui, mais pour dire ma réponse qu'il n'y a pas. Oui, je dirais non. Même quand pas même. 1%. Ça, c'est vrai. Donc, pour ériger ce pont, surtout nous, on dit dans nos discours que nous sommes une même communauté et aussi nous sommes tous à travers, on se voit à travers la communauté musulmane. Oui. Je dis que aussi c'est un grand problème. Parce que notre diversité, c'est notre richesse. Oui. Notre contradiction, normalement, c'est elle qui érige et qui donne force à notre avenir. Oui. L'arabe est une langue parlée, bien même parlée dans le monde, mais qui n'a pas sa percée face à l'anglais. Est-ce que cela est lié au fait que la première puissance mondiale utilise cette langue? Mais moi, je suis très content parce que au moins à Qanat Wal Fajr, il y a une émission en langue arabe. Okay. Donc, Oui. pour la langue arabe, Oui. je crois que c'était une langue de science. Et c'est elle qui a érigé plusieurs sciences modernes. Et chaque nation, chaque civilisation a des hauts et des bas. Mais je suis confiant à l'avenir. Oui. Docteur Oussedik Fawzi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Forum islamique du droit international islamique et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Et moi, je vous remercie. Je vous dis, chers téléspectateurs, n'oubliez pas ce logo. Et merci. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop, Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Sans oublier ma consoeur Fatoumata Sey pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous prochainement, Inch'Allah.